sur l'actualité proche de chez vous. Merci Nolwenn pour le jeu des personnalités, notamment pour vos réactions aussi, pour votre participation. Merci Angélique pour l'horoscope. Merci à Christophe Ribaud aussi qui a coaché, co-animé la matinale avec moi. Je vous souhaite une agréable journée et on se retrouve demain matin. Bye bye. Gros bisous. Bonne journée. De l'info, du partage, des rencontres, c'est le bar de l'économie de 9h à 10h30, tous les jours en semaine. Une émission proposée par Florence Sueur, présentée par Dominique Florence. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Et écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bien sûr, c'est Dominique Flora qui est au micro. Je suis accompagné de Philippe à la technique et je dois vous dire que nous sommes en pleine forme pour partager avec vous cette émission jusqu'à 10h30. N'est-ce pas Philippe? Ouais. D'accord. Nous vous le disons régulièrement et cela me fait très plaisir de le répéter. Un grand merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en vidéo live via Facebook, page barre de l'économie ou en web radio IDFM 98.fr ou en FM 98.0. Et pour nous, c'est très motivant. Et puis pour réécouter cette émission, eh bien, vous pouvez vous connecter sur la chaîne YouTube, page barre de l'économie. Alors pour des raisons sanitaires et pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live, je suis actuellement avec un seul invité pour le premier interview. Nos deux autres invités nous rejoindront en studio pendant la pause musicale, car nous ne pouvons accueillir que 2 personnes en même temps. Aujourd'hui, beaucoup de sujets. Les termes tournent autour de l'actualité économique dans le Val d'Oise. Nous irons à l'Isle-Adam, qui possède désormais son port fluvial. Nous parlerons du fonds Résilience Île-de-France et collectivités, des actions de solidarité qui continuent à exister, de la communication numérique et plus particulièrement de la fibre optique pour les entreprises du Val d'Oise. Et tout ça, je le répète, c'est bien dans le Val d'Oise. Également les activités du groupe Barrière à Anguin, groupe Barrière qui est le leader français des casinos, une référence dans l'hôtellerie de luxe et un acteur global des loisirs et du divertissement. Nous parlerons plus en détail de ses activités et de son actualité sur la ville d'Anguin-les-Bains, bien sûr. Mais avant de parler de tous ces sujets, tout de suite notre chronique, un jour, un centre-ville, un resto, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Vous savez que notre volonté, c'est de donner un coup de pouce aux hôtels, aux cafés, aux restaurants de notre région. Et aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Fouquet. Bonjour Christophe Fouquet. Bonjour. Vous êtes directeur général du Golf Hôtel de Montgriffon dans le Val d'Oise. Alors pour les golfeurs, tout le monde connaît, mais pour ceux qui ne savent pas où se situe Montgriffon, eh bien c'est à 30 minutes au nord de Paris en allant sur Chantilly. Il y a 15 minutes de Roissy. Alors Christophe Fouquet, pour commencer notre interview, je pense que vous avez dû être très soulagé suite aux annonces d'Emmanuel Macron qui a annoncé dimanche dernier l'ouverture dès le 15 juin de tous les cafés et restaurants. Oui, enfin, on a pu ouvrir déjà depuis le 11 mai les terrasses, depuis le 2 juin, pardon, les cafés et restaurants. On avait ouvert le 11 mai la partie golf. Et heureusement pour nous, la météo était assez agréable, donc on a pu remplir très vite. Très bien. Alors, pour commencer, votre particularité, ça tourne autour du golf. Alors, ce que je voudrais, et puis vous avez des prestations de restauration et d'hôtellerie. Alors, faisons simple et direct. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité et puis le poids que représente cette activité de restauration et d'hôtellerie? Oui, notre nom, c'est Golf Hôtel de Montgriffon. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le golf, même s'il est un des plus importants de la région, on a une activité de restauration extrêmement importante, puisqu'on fait quand même cette année 95 mariages. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir les réaliser. On a une centaine de mariages prévus sur 2021 déjà. Et bien sûr une activité hôtelière. Mais c'est surtout la restauration avec 3 restaurants, puisqu'on peut servir en même temps 300 couverts d'un côté, 200 de l'autre, et un troisième restaurant avec 100 places, plus toutes les terrasses, bien évidemment. Et quand vous êêtes ouvert 7 jours sur 7, midi et soir? Nous sommes ouverts 365 jours par an. Et actuellement, le soir, on n'a pas réouvert parce que l'activité, comme on est un peu à la campagne, n'a pas lieu. Mais tous les midis de l'année, on est ouvert, bien sûr. Et le mieux est de réserver, bien évidemment. Donc c'est quand même une entreprise, c'est une véritable PME. Vous avez combien d'employés?
Alors oui, on a 60 salariés, Oui. dont près de 40 pour l'hôtellerie-restauration. 40 pour l'hôtellerie-restauration. Alors, on va revenir maintenant un peu sur votre activité de golf parce que, en préparant l'émission, je vais vous laisser le dire, vous avez reçu ce qu'on appelle un award en 2018. Oui, on a été élu meilleur golf de France fin 2018. On a toujours le titre parce que devait se faire il y a quelques mois pour 2019, mais bien sûr avec Covid ça n'a pas pu être. Donc on va en profiter un petit peu, ça va faire 2 ans de suite, si on peut dire. Bon. En tout cas meilleur golf de France. Oui. On sent que c'est quand même une grande satisfaction parce que ça ne s'obtient pas tout seul, tout ça. Oui, c'est tout un travail de fourmi, de travail avec toute l'équipe chez nous, qui se fait depuis des années. Et d'un seul coup, tout arrive. Tout arrive. Ça soit, on a été labellisé EcoCert depuis 5 ans. C'est un label très performant sur l'écologie. On n'est que 4 golfs au monde à l'avoir. Et on a plein de choses. On a l'école de golf on a décidé d'avoir une école de golf de grande qualité. Et on est devenu, 2 ans de suite, les premiers en Ile-de-France en termes de résultats sportifs. Alors, si on parle de l'activité golf, combien vous avez d'adhérents? On a exactement 545 membres actuellement. Oui. Et avec un bon renouvellement sur 2020, on avait été un peu peur avec le Covid, mais tout le monde est revenu en courant, on va dire. Donc on a 545 membres, on a une 15 000 green fees à peu près. Oui. Et sinon, on a toujours notre practice qui fonctionne très fort, c'est le plus grand practice d'Europe. Donc la partie enseignement est extrêmement fort chez nous. Vous êtes ouvert depuis combien de temps? Enfin, le golf existe depuis combien de temps? Nous allons fêter les 30 ans du golf en septembre. D'accord. Parce que le golf dans le Val d'Oise, j'ai exposé tout à l'heure votre situation. Donc vous êtes, pour les Parisiens, très bien placé, et puis aussi dans la région. Mais c'est assez concurrencé dans le Val d'Oise, il y a pas mal de golf. Hein. Oui, mais on s'aperçoit, il y a eu une quinzaine de golfs dans le département, et si on prend la bordure de Chantilly, où il y en a déjà 3, tout près de chez nous. Mais chacun est sur un produit un peu différent. Puis on s'aperçoit que les golfeurs vont souvent à proximité de chez eux. Voilà. D'accord. Alors, si on revient un petit peu sur l'histoire et ce qui s'est passé ces derniers mois, avant le confinement, vous étiez dans une situation où vous étiez satisfait de vos résultats, de votre activité, du passage, du nombre d'adhérents? Oui, en 2019, on avait fait une année exceptionnelle et on allait investir lourdement sur 2020 pour toujours améliorer. On est en constante amélioration. On est un golf de patrimoine. C'est que nous, notre propriétaire est un monsieur qui a investi il y a 20 ans à Montréfond et on est dans le patrimoine pur. Donc le but, c'est améliorer en permanence. D'accord. Alors très bien. Et puis, est arrivé le coronavirus. Là, je pense que tout le monde ne s'y attendait. Enfin, personne ne s'y attendait. Il s'installe. Que s'est-il passé? Comment vous l'avez vécu? Alors, nous, le Covid, comme tout le monde, on a démarré, on va dire, vers le 15-17 mars. Mais dans les faits, on a perdu des groupes. C'est depuis le 26 décembre, exactement 2019, on a commencé à perdre des groupes, des tours opérateurs qui ne venaient plus. Puis après, on a commencé à perdre les grands séminaires, c'est les entreprises, parce qu'on a un centre de séminaire important. Les entreprises qui arrivent à Roissy pour 3, 4 jours, 5 jours en séminaire, on les a perdus dès début février. Et on arrivait déjà dans le dur, nous, début mars. Voilà. Ouais. Donc on a vécu le Covid d'une manière durement. On s'est posé la question, est-ce qu'on sera capable de repartir derrière? Parce que c'est allé jusque-là, la question s'est posée. Oui, on va perdre 10 mois de tour opérateur, on va perdre à peu près 10 mois également en séminaire. Donc c'est lourd pour l'entreprise. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, 52% de notre activité est toujours fermée. On oublie de le penser, on pense que tout est ouvert, mais non. Les séminaires, les mariages, on n'a pas le droit. Qui peut faire un mariage aujourd'hui en mettant 1 mètre de distance entre chaque personne et sur une piste de danse, maximum 10 personnes? Donc c'est pas possible de faire les mariages. Et comment on peut faire des mariages de 300 personnes? Si on nous disait à la minute même, on va ouvrir au 1er septembre, par exemple, pour les mariages, fantastique. Parce que quand on va nous réouvrir, si on nous dit vous ouvrez demain matin, mais il nous faut 2 mois. Des mariés, même s'ils attendent le report, mais il faut réunir les familles. Voilà. Donc on a besoin d'une date. En fait, il n'y a pas de perspective de pouvoir remettre en place l'activité
l'impôt, je dirais. Exactement, on ne sait pas où on va. Donc vous êtes dans l'attente par rapport à ça. Je reviens sur ce que vous disiez parce que c'est important. On a l'impression en fait que quand le Covid est arrivé, ça s'est arrêté. Mais ce que vous nous dites, c'est que vous, de par votre activité avec les entreprises et par tous les séminaires que vous organisez, les mariages, en fait, il y avait déjà 3 mois avant une baisse d'activité importante qui vous a touché. Tout à fait. Depuis le 26 décembre, la fermeture, la perte de tous les tours opérateurs, on en avait 2 par semaine, 2 groupes dans l'hôtel. Et alors, donc, bon, le coronavirus arrive. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période? Comme tout le monde, on a mis une grande partie des salariés en chômage technique. Mais un golf, c'est pas comme dans l'hôtel. Nous, l'hôtel, on ferme, on nettoie tout et on ferme. Un golf, on ne peut pas fermer le golf. Il faut l'entretenir déjà. Voilà. Donc on a réduit l'équipe, bien évidemment, mais il faut tondre tous les jours. En avril-mai, comme dans son jardin, quand on en a un, il faut tondre. Donc il a fallu continuer à entretenir pour avoir un niveau suffisant. Surtout qu'on a une réputation d'être un des parcours les mieux entretenus d'Île-de-France. Donc, était en question. Et là, on s'est remis en position. Alors après, bien sûr, on a allégé un petit peu l'entretien sans que ça se voit trop parce qu'on veut être au top. Et on sera au archi-top dès septembre, ce sera magnifique. Alors, si je vous pose une question qui est peut-être indiscrète, hein, vous répondrez si vous le souhaitez ou pas, mais financièrement, ça veut dire que ça vous a mis dans quelle situation cette période? On va perdre tout simplement 40% de notre chiffre d'affaires cette année, sur l'année complète, 40%, ce qui est sincèrement colossal. Bien sûr. Donc, les systèmes qui ont été mis en place par le gouvernement, sur un plan économique, je crois que tout le monde est assez unanime, sont fantastiques. Ça nous permet de tenir tout, mais il faut reconstituer les marges. Et voilà. Donc, on pense, bien sûr, tous les investissements ont été supprimés chez nous, on a arrêté, on pense qu'il faudra 4 à 5 ans pour absorber le retard. Donc il faut surtout souhaiter qu'il n'y ait pas une deuxième vague ou des choses comme ça, parce que là... Ça serait un petit peu compliqué là. Alors, sans être négatif, mais c'est vrai qu'on parle déjà de 500 000 emplois qui ont tombé. On parle de beaucoup plus qui vont venir. Bon, il faut rester positif après pour que les activités repartent. Alors pendant cette période, est-ce que vous avez pu avoir quand même une activité commerciale ou pas du tout? Alors, il a fallu justement, une partie de l'équipe continuer à travailler. Certains de chez eux en télétravail, certains venaient, certains sont venus tous les jours. Hein. Et parce que les mariages, on parlait, 95 mariages en 2020 sont signés. On rajoute une quarantaine d'anniversaires. Alors souvent, les anniversaires sont reportés d'1 an. Parce qu'on se dit, bon, on ne fait pas bien de 60 ans. On fera le prochain. On fera le 61 oui. ans, voilà, bon, c'est un exemple. Mais le mariage, c'est plus difficile. Le mariage, c'est un hein. peu plus compliqué. Oui. Voilà. On n'en a perdu qu'un seul, mais sinon, tous se reportés. Donc, c'est qu'un décalage. Mais en tout cas, je reviens un petit peu sur le plan économique. Le département, j'avoue, était fantastique. On a eu un soutien incroyable des instances. C'est sûr qu'on est une grande entreprise en termes de golf. Notre dossier était sur le bureau du préfet. Parce que même si le gouvernement fait ce qu'il faut, et on n'est pas forcément d'accord avec le gouvernement, normalement, j'y suis pas, mais sur un plan économique, je le dis, ils étaient bons. Mais derrière, le préfet, le directeur de la Banque de France, Jean-François Benon, qui vient juste après, ont été fort derrière nous. Et ça, savoir que derrière, on était soutenu à tout changer pour nous. Oui. Mais je pense que c'est bien que vous releviez ça parce qu'on a plutôt tendance à écouter des critiques sur ce que propose le gouvernement et sans vouloir être de tendance pro-gouvernementale ou pas. Je pense que c'est bien de vous entendre dans ce sens et de dire oui, bon, ils étaient là et puis le soutien. Il y a un soutien financier qui est important, voire indispensable, et qui accompagne ce soutien moral. Tout à fait. La seule chose où c'était un peu compliqué, c'est les prêts bancaires, parce que même si le gouvernement soutenait les banques à travers la BPI, mais on a mis exactement 8 semaines pour avoir une réponse positive à un prêt. Et ça, je trouve ça inadmissible. On entendait les pubs à la télé 3-4 jours, il fallait, oui. On a mis 8 semaines. Donc, pendant 8 semaines, simplement on n'a plus payé les fournisseurs, on a eu beaucoup de mal à payer le personnel. Bon, bien sûr, depuis on a pu rattraper. On a pu rattraper depuis vendredi dernier simplement. Oui, parce qu'en fait, c'est un enchaînement de décisions en cascade. Le fait que vous n'ayez pas d'argent, que vous n'ayez pas la trésorerie pour faire, vous ne payez plus les fournisseurs qui eux-mêmes sont en difficulté, bon, et ainsi de suite. Alors, espérons maintenant que le Covid-19 soit derrière nous. Vous avez réouvert. Expliquez-nous ce que vous faites.
Alors bien sûr, il y a les gestes barrières habituels maintenant, le masque pour aller dans certaines zones chez nous. C'est sûr qu'en extérieur, on ne le demande pas, mais bon, à l'accueil, le masque forcément est obligatoire, on protège, et surtout c'est notre personnel qu'on cherche à protéger encore plus, parce qu'ils sont soumis à tous les clients. Donc. Mais sinon, donc, c'est surtout juste barrière, je veux dire. Oui, c'est ça. Et est-ce que, si on parle de la restauration, est-ce que vous faites des choses particulières en termes de restauration pour redynamiser le business? Oui, alors on a quand même simplifié un peu nos cartes pour aller un petit peu plus vite. On a la chance d'avoir des terrasses qui sont énormes. On n'a pas de limite de terrasse, je dirais, chez nous. On a plus de 1000 mètres carrés de terrasse, donc on peut servir tout ce qui est distanciation, pas de souci. Mais la météo fait que, voilà, donc là on voit des fenêtres de météo pour 10 jours, pas trop mal, donc on est heureux comme tout. Maintenant on peut servir un peu à l'intérieur aussi, donc c'est déjà plus facile. Mais sinon, en termes de restauration, on est spécialisé sur certains produits. Comme le plus connu chez nous, et depuis 4 ans à la carte tous les jours, c'est le riz de veau. D'accord. Et au prix de la campagne, pas au prix parisien, bien évidemment. Très bien. Et alors, vos clients reviennent? Enfin, vos adhérents, parce que je pense que vous parlez plus en termes d'adhérents ou de clients, mais bon. Alors, au restaurant, la clientèle golfeur, bien sûr, des jeunes énormément chez nous. C'est reparti. Mais 80% du restaurant est rempli par une clientèle extérieure. Ça va être le week-end, les papis, les mamies qui viennent inviter les enfants, les petits-enfants, donc très familial le week-end. En semaine, ça va être bien sûr le business qui vient de Sergio de Roissy pour déjeuner, parce qu'on est qu'à 15 minutes de ces villes-là. Alors c'est vrai, vous avez raison d'insister là aussi, parce qu'on a plutôt l'impression que le golf est une activité fermée et que toute l'activité qui est à l'intérieur du golf va être réservée pour les adhérents. Ce que vous dites, c'est que non, enfin, tout le monde peut venir déjeuner chez vous. Oui, Montbrifon est un site un petit peu à part. Bon, déjà, physiquement, c'est assez énorme. Comme surface, on est presque foncière, on dirait. Mais on touche vraiment tout public. C'est à peu près chez nous 120 000 personnes qui rentrent sur le site par an. 120 000 120 000 personnes, oui. Je pense qu'il faut que je refasse les comptes, je crois que ça devient plus maintenant. Oui, donc c'est bien parce que ça montre la dimension et l'ampleur de l'activité. On s'aperçoit quand on fait des fêtes de Saint-Valentin, des fêtes comme ça, des fêtes des mères ou des pères, on s'aperçoit quand il y a des systèmes de coupons qui sont mis en place, on a une clientèle importante qui vient de Paris, mais que pour le restaurant, qui viennent pour être en terrasse ou dans le restaurant. Face, on a une vue. Ah oui, ils viennent aussi pour le cadre, je pense, voilà. Pour ce contexte très agréable. Quand on est sur la terrasse de Montbrifon, on voit à plus de 30 km, mais on voit par exemple la cathédrale de Senlis, où voilà, on a une vue à 30 km, ce qui est quand même incroyable. Oui, c'est sûr que le site et sa situation géographique, c'est quand même des atouts très très importants. Oui, nous sommes sur le mont Griffon. Le mont Griffon. Très bien. Alors, dites-moi une petite question là. Donc, vos adhérents, ils reviennent et comment ils réagissent? Vous avez senti des changements? Comment ils réagissent? Je dirais, on a eu une clientèle qui est revenue et qui est fière de revenir. Incroyable. On a eu des mots écrits ou verbaux incroyables de sympathie pour le golf, en disant mais on va vous aider. Voilà. Il y a eu ce retour-là incroyable. Et je pense que dans le Covid, dans l'opération, on en reparlera tout à l'heure avec nos invités, mais bon, ça a fait naître ou ça a fait ressortir cet aspect solidaire en fait entre les personnes, et vous l'avez ressenti, c'est ce que vous êtes en train de dire. On a même créé des membres bienfaiteurs, parce que certains ont fait de telles choses pour nous ou pour l'équipe, qu'on a créé ce statut de membre bienfaiteur. D'accord. Alors, la sécurité sanitaire des clients, vous en avez parlé, donc c'est tous les gestes barrières et la distanciation, je pense, entre les tables de restaurant. Mais alors, cette distanciation entre les tables de restaurant, ça vous permet quand même de fonctionner à plein régime ou pas? Oui, on a la chance d'avoir des grandes surfaces chez nous de réception. Donc voilà. C'est sûr que si on compare la fête des mères il y a 1 an, on a fait 568 couverts et là cette année on a fait 60 couverts, ça fait une petite différence. Mais on peut accueillir, on n'est pas limité en surface chez nous, c'est l'avantage. D'accord. Alors j'ai une dernière question à vous poser, par curiosité plus qu'autre chose. Vous concernant personnellement, sans faire de jeu de mots, quel est votre parcours qui vous a amené aujourd'hui à diriger ce golf hôtel? Alors pas le golf, parce que je ne jouais pas au golf, j'ai appris à jouer au début et je ne joue pas depuis
Je crois que ça fait 20 ans que je n'ai pas joué au golf. Donc c'est pas indispensable. Non, je faisais plus la course à pied. Mais je venais du groupe Schneider. Je suis des ventes dans le groupe Schneider, donc un groupe qu'on connaît souvent sous le nom Mérangérin. Et je me suis retrouvé à gérer un golf. Pourquoi? Parce que je faisais un peu de l'événementiel le week-end. J'organisais plein d'événements tout le temps. Voilà, j'ai participé au championnat de France d'attelage, toutes sortes de choses comme ça en tant qu'organisateur. Et puis un jour, on m'a proposé la direction d'un golf. Donc je ne savais pas ce que c'était qu'un golf. Et puis voilà, c'est parti. Ça fait 34 ans que j'y suis. Et ça vous plaît? Et ça me plaît, oui. C'est passionnant. C'est un métier plus difficile qu'on pense parce que ça ne s'arrête jamais, c'est en continu. En plus, nous, c'est 24 heures sur 24 parce qu'il y a l'hôtel aussi. Donc c'est chronophage, mais très motivant. Et j'ai géré au total une douzaine de golfs en France, ne serait-ce dans le sud-ouest où j'en gérais 8 à l'époque. D'accord. Alors voilà, nous arrivons au terme de votre interview. Est-ce que vous avez une autre information ou d'autres actualités que vous voulez développer? Écoutez, le restaurant, venez chez nous. Je vous ai dit, le plat principal, le plus connu chez nous sont les riz de veau. On essaie de renforcer pour le week-end, je pense. Mais en tout cas, on a une restauration qui est reconnue de qualité et à tout niveau de prix. D'accord. Alors, moi, en préparant l'émission, j'ai lu en fait que le golf de Montgriffon avait quand même des perspectives d'évolution, d'agrandissement. Est-ce que vous voulez bien nous dire 2-3 mots sur le sujet? Oui, on porte un projet depuis quelques années maintenant et j'espère qu'on va enfin pouvoir démarrer. On a l'agrandissement de l'hôtel qui est prévu, qui est acté administrativement depuis 7-8 ans maintenant. Et j'espère que le Covid ne va pas nous ralentir là-dessus parce que forcément les investisseurs se refroidissent un peu. Mais on a un projet dont notre hôtel qui a 54 chambres va être refait entièrement pour passer à 200 chambres. Donc on va multiplier par 5 les surfaces foncières. Et tout ça en accord avec le parc naturel, avec tout ça, bien sûr. Et aussi l'agrandissement du parcours de 9 trous de plus pour passer à 2 fois 18 trous. D'accord, bon, très bien. Et en termes de standing, vous restez au même standing ou vous voulez augmenter votre standing? Alors, sur l'hôtel, on passera à 4 étoiles, qui est on va dire, la norme standard des 200 chambres, on va dire, pour continuer à faire du séminaire ou du tourisme. Et le parcours continuera à s'améliorer en permanence. En permanence. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre participation, Christophe Fouquet. Je rappelle que vous êtes directeur général du Golf Hôtel de Montgriffon. Et si l'on veut plus d'informations, je vous laisse donner les coordonnées de votre site internet. golfmontgriffon.com, vous tapez directement Golf Montgriffon. Alors, je vais aussi vous aider parce que moi, ce que j'ai fait, je suis allé sur Google, j'ai tapé Golf Montgriffon et ça sort tout seul. Le site sort tout seul. Enfin, personnellement, je vous sens très motivé et très optimiste, mais avec un optimisme réaliste et confiant en l'avenir. Bah, écoutez, nous vous souhaitons de retrouver votre clientèle au plus vite et ainsi repartir sur le bon pied. Bah, écoutez, maintenant, nous allons prendre le temps de faire la transition avec nos prochains invités à travers une pause musicale. Bon, ça va? Ouais, bah, moi ça va, c'est vous? Moi aussi. Ça va? Merci bien, monsieur. Bientôt. On y va? Il y a le mot de passe, c'est marqué sur la table du bureau là-bas. Sur le bureau, dans le bureau des animateurs. Dans le bureau. Quand vous avez fait le choix, vous avez fait comme ça. C'est marqué sur le bureau des animateurs. À bientôt. Ouais. Je sais pas où on se met. Devant le micro. Merci. Oui. Ah, je suis là, d'accord. Vous montez complètement portable? Oui. Ah là là. Oui, je l'éteins, ouais. Normalement, c'est que 4 personnes. Ah, d'accord, alors. Excusez-moi. Pas de souci. Alors, désolé.
Ouais, là, j'entends. Là, c'est forme. Il y a des règles écrites, alors il y a un règlement intérieur. On s'est compris. Donc là, je reclasse les feuilles. Et vous, Ouais. vous avez parlé du restaurant, là, c'est ça? C'est le Phuket aujourd'hui? Ouais, je vais parler. Il va me poser pas mal de Parce que questions en fait. c'est la hein. chambre de commerce qui a fait un truc sur les restaurants tous les jours. Ah oui? Oui, je crois que tous les jours, ils parlent d'un restaurant tous les jours. Ah d'accord. La chambre de commerce a donné un petit quelque chose pour qu'ils mettent en valeur un resto tous les jours. C'est sympa, c'est bien. Je crois qu'il y a un portrait d'un resto tous les jours. Faut qu'on mette le truc là. Bah, Bon, si vous voulez, c'est bien, mais bon. Moi, je le mets pas, mais... C'est en vrai? même temps. Non, je ne pas prêt. C'est vrai? Bien, nous voilà de retour au bar de l'économie. Écoutez, aujourd'hui, nous recevons Christophe Fouquet, directeur général du Golf Hôtel de Montgriffon. Bruno Cagnon. Bruno Cagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président-directeur général du Resort Barrière à Enghien-les-Bains. Vous êtes dans le groupe Barrière depuis 37 ans, donc c'est un groupe que vous connaissez bien. Vous êtes un fidèle. Ouais, je connais assez bien. Ouais. Effectivement. Et Jean-François Benon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du CEVO, le comité d'expansion économique du Val d'Oise. Vous y œuvrez depuis bientôt 30 ans. Vous êtes aussi membre du board de l'association des villes dans le monde, le World Cities Alliance, et également membre du board de RADA, qui est une association européenne pour le développement économique. C'est bien cela? C'est bien ça. Alors, avant de faire vos interviews, on va regarder ensemble notre rubrique Les infos du jour, et nous allons commencer par l'attestation transport en Île-de-France, qui n'est plus nécessaire depuis hier mardi. Effectivement, depuis le 11 mai dernier, l'accès au transport en commun en heure de pointe en Île-de-France est réservé aux salariés ne pouvant télétravailler et disposant d'une attestation de leur employeur ou aux autres voyageurs invoquant un motif impérieux pour se déplacer. Finalement, l'attestation employeur pour prendre les transports en commun franciliens aux heures de pointe n'est plus nécessaire dès ce mardi 16 juin, a annoncé la préfecture de la région Île-de-France ce lundi. Un peu plus tôt dans la journée, pourtant, le secrétaire d'État au transport avait assuré que la levée totale des restrictions ne se ferait qu'à compter du 22 juin. 22 juin, premier jour de la troisième phase de déconfinement. Et la présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, a toutefois fait part de son souhait de voir le port du masque rester obligatoire, au moins jusqu'à la mi-juillet, dans les transports franciliens. Christophe Gagnon, vous voulez commenter ? C'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est une étape supplémentaire dans ce processus de déconfinement qui va à la fois alléger ou nous ramener plus à une vie normale pour notamment nos collaborateurs et puis les entreprises également. Ouais. Et je pense que l'intervention de Valérie Pécresse est importante parce que on a l'impression que les personnes confondent déconfinement et puis tout redevient comme avant. Non, il y a des gestes barrières à respecter. Il faut faire attention, le Covid-19 est toujours là. Donc c'est bien que Valérie Pécresse ait relevé ce point-là. Alors deuxième information, j'ai repris ce qu'a lancé Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée du dimanche 14 juin à propos de la sortie de la crise du coronavirus. Il a dit « travailler et produire davantage ». Alors c'est l'occasion de faire le point sur les règles en matière d'heures supplémentaires. Ainsi, les heures supplémentaires effectuées en mars et en avril par les personnels des hôpitaux et d'autres structures publiques, les EHPAD, handicap, aide à l'enfance, seront surmajorées de 50% et payées avant le 1er septembre 2020. Alors dans le détail, je vais tenter d'aller doucement pour que vous restiez avec nous. Les 14 premières heures sont augmentées de 87,5%. contre 25% en temps normal. Et les suivantes, de 90,5% contre 27%. Ces majorations sont cumulables avec un bonus de 150% pour les travails de nuit contre 100% d'ordinaire et un bonus de près de 100% pour les dimanches et jours fériés contre 66%. Les médecins, dentistes, pharmaciens travaillant dans les hôpitaux publics, internes, étudiants et praticiens étrangers inclus, bénéficient quant à eux d'une revalorisation de 50%, payable d'ici le 1er septembre 2020 également, sur les gardes réalisées au cours de la période. Une réaction ? Oui, une réaction. On a tous compris qu'il fallait soutenir le monde médical, quel qu'il soit. Je pense qu'ils ont démontré
leur capacité à faire face à ce que nous avons tous vécu. Et je crois que ce sont des décisions qui vont dans le bon sens, de façon peut-être à rattraper un certain retard dans ce domaine. Merci Christophe Cagnon. Alors nous allons changer complètement de sujet pour parler de tennis. En effet, la décision a été prise, l'US Open aura bien lieu, mais à huis clos. Comme prévu, le tournoi du Grand Chelem aura lieu du 31 août au 13 septembre, mais dans des conditions très particulières et juste avant Roland-Garros. En effet, les participants devraient, pour ceux provenant de l'étranger, observer une quatorzaine à leur arrivée, et tous se verraient confinés dans des hôtels proches de l'aéroport. En outre, au cœur de la ville, qui a été le plus affecté par la pandémie aux États-Unis, ils ne pourraient être accompagnés que par un seul membre de leur entourage. Des conditions extrêmes, a déploré la semaine passée le Serbe, numéro 1 mondial, jugeant impossible de s'y rendre sans son staff complet, entraîneur, préparateur physique, physiothérapeute et autres. Et sans compter que juste derrière s'enchaînera Roland-Garros du 20 septembre au 4 octobre, avec ce que cela comporte de paramètres à gérer, fatigue, vol transatlantique, changement de surface pour l'ensemble de ces athlètes. Un petit commentaire là-dessus ? Moi, je suis ravi de passer j'espère pouvoir passer le deuxième tour contre Rafael Nadal. Ah, vous y êtes alors. J'irai sans mon staff, mais... Non, mais écoutez, je pense que ça va faire augmenter en fait l'audience télévision pour ces matchs-là. Mais c'est vrai que ça doit être très très compliqué pour des joueurs à ce niveau, à la fois en termes de préparation et puis jouer dans des stades vides. Je pense que ça doit être une drôle d'ambiance et ça ne doit pas être facile Enfin facile. Il y a pire, hein, mais c'est sûr que pour eux, c'est pas comme ça qu'ils ont l'habitude d'exercer leur métier. Alors ensuite, une info très récente sur les élections municipales de Paris. En effet, Anne Hidalgo revoit son projet à l'aune de l'alliance avec Écologie Europe Les Verts. Anne Hidalgo verdit son projet après l'alliance passée avec les écologistes. Effectivement, dans un manifeste commun publié mardi, la maire de Paris, PS, et le chef de file d'Écologie Les Verts, David Béliard, énonce une série de mesures à forte connotation environnementale à 12 jours du second tour des élections municipales où elle apparaît favorite. Alors des mesures que je vais vous développer, la ville à 30 km/h et la traversée piétonne du périph'. Parmi les propositions les plus symboliques figurent celles visant à généraliser le passage en zone 30 dans l'ensemble de la capitale. Nous limiterons la vitesse dans Paris à 30 km/h, dit-elle, indiquent les deux candidats, qui promettent également de renforcer la verbalisation des véhicules des deux roues trop bruyants grâce à de nouveaux radars acoustiques. Transformation en profondeur du boulevard périphérique, dans le viseur des écologistes depuis déjà de nombreuses années, où la vitesse avait déjà été abaissée à 70 km/h sous le mandat de Bertrand Delanoë, excusez-moi. Si une nouvelle réduction de la vitesse à 50 km/h n'est pas mentionnée expressément dans le document, le duo veut transformer les 2x4 voies du boulevard périphérique en un boulevard urbain apaisé, d'abord par la création d'une voie réservée au transport partagé, bus, navettes, taxis, covoiturage, puis en réduisant progressivement le nombre de voies de circulation. Il s'agirait également de donner plus de place à la nature et permettre de traverser le périphérique à pied ou en vélo. En matière de circulation, la candidate PS et son allié écologique veulent accélérer la sortie du diesel dès 2024 et généraliser les mesures préventives de circulation alternée avant même qu'un seuil d'alerte à la pollution ne soit déclenché. Et enfin, un troisième bois parisien dans le secteur de Bercy-Charenton. Oui, c'est dans ce quartier où initialement la municipalité prévoyait un programme d'urbanisation avec de nombreux bureaux et logements à la clé. Il est désormais question de créer un troisième bois en référence aux deux autres bois parisiens, celui de Boulogne et celui de Vincennes. Et puis je termine sur une activité du Val d'Oise. C'est la dernière information concernant le chantier d'extension de la galerie marchande des Trois Fontaines à Cergy-Pontoise, qui ne devrait pas connaître de retard et sa livraison est toujours prévue fin 2011. Alors rappelons que c'est un investissement de 330 millions, que l'extension autorisera le renfort de 72 nouveaux commerces, portant à 230 le nombre de cellules commerciales. Des enseignes de moyenne et haut de gamme sont attendues afin d'insuffler un peu de glamour aux Trois Fontaines et séduire les CSP+. Partis voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Des marques comme Kaby, Zara, Nocibé, Nespresso ou encore Cache-Cache sont annoncées, tandis que Maison du Monde, Sephora ou Adidas disposeront de cellules commerciales plus spacieuses. Christophe Cagnon, un commentaire, ou Jean-François Benon? Pas spécialement, je pense que c'est effectivement une dynamique importante, voilà, avec qui il va falloir
soutenir pour le moins. Et c'est le cas. En ce moment, c'est le cas. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce chantier va sortir à l'heure prévue. C'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que beaucoup d'entreprises du BTP ont pris du retard en raison du virus, évidemment. Et c'est vrai que la reprise des activités du chantier a été finalement assez rapide. Et c'est une bonne chose. On voit aujourd'hui des retards dans un certain nombre de chantiers, mais finalement, un rattrapage, beaucoup d'entreprises ont mis les bouchées doubles pour essayer de rattraper certains. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu communiquer juste après le Covid pour bien préciser qu'eux, ils seront là où on les attend. C'est remarquable compte tenu de l'arrêt des chantiers. Enfin, voilà. Alors voilà, c'était les informations du jour. Écoutez, je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on attaque les interviews. Vous êtes sur IDFM, Radio Anglais, la radio du bien-être. Voilà. De prise unique, ça? Comment? C'est une musique de prise unique. Un peu, oui, c'est vrai. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah bon. C'est le truc à Florence. Ah, c'est Florence qui a choisi. C'est du easy listening, c'est ça. Je me suis dit, c'est joyeux. Ça fait très années 60, un peu. On se croirait avec Brigitte Bardot dans un film de... Non, mais c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. C'est un côté très années 60. On y retourne quand tu veux. Quand tu veux. Ah ouais. Alors nous voilà de retour aujourd'hui au bar de l'économie. Nous sommes avec Christophe Fouquet, qui est directeur général du Golf Hôtel de Montgriffon, Bruno Cagnon, qui est président-directeur général du Resort Barrière à Enghien, et Jean-François Bénon, qui est directeur de la CEVO, Comité d'expansion économique du Val d'Oise, membre du board de l'Association des villes dans le monde et également membre du board de RADA, qui est une association européenne pour le développement économique. Alors Jean-François Bénon, nous allons faire l'interview avec vous. Nous allons parler de l'actualité économique dans le Val d'Oise. Pour ma part, j'ai préparé cette émission, j'en ai relevé certaines, pas toutes, car je dois dire que le Val d'Oise est très dynamique dans son développement. Et ensuite, si vous souhaitez mettre l'accent sur une ou plusieurs actions, je vous laisserai le loisir de le faire en fin d'interview. Merci à vous. Il n'y a pas d'ordre d'importance dans ce que je vais vous proposer de commenter, alors je commence par la ville de l'Isle-Adam. J'ai vu que la ville de l'Isle-Adam possède désormais son port fluvial. Vous pouvez nous commenter ce projet qui a commencé à voir le jour? Oui, tout à fait. L'actualité concerne surtout la mise en service prochaine de l'écluse qui va permettre d'alimenter le port qui a été construit depuis quelques années à l'initiative de la municipalité d'Enghien-les-Bains, dans un site d'ailleurs tout à fait sympathique, avec un grand succès commercial, puisque autour de ce port, il y a une marina, et dans cette marina, il y a d'ailleurs un hôtel, et il y a des résidences qui se sont d'ailleurs très très bien commercialisées. C'est une ville extrêmement attractive, évidemment, l'Isle-Adam, et la municipalité avait estimé qu'au-delà du passage de l'Oise, qui est déjà un atout formidable dans cette partie du département, il y avait un intérêt d'avoir un port fluvial pour accueillir la demande. Il y a une demande qui augmente d'ailleurs pour le stationnement, l'accostage des bateaux de plaisance. Et donc la ville a décidé de se lancer il y a plusieurs années dans cette aventure. C'est un chantier très long, très compliqué et qui vient de passer un cap stratégique, puisque la mise en service de l'écluse qui va permettre de faire rentrer l'eau de l'Oise et d'alimenter le port est en train de se terminer. Donc ça veut dire que très vite, le port va être à eau. Les bâtiments ne sont pas tous terminés encore, mais ce quartier, c'est un nouveau quartier. Vous voulez faire un vrai quartier, en fait? C'est pas moi, mais c'est la mairie. Enfin, en tous les cas, la la collectivité porte avec une certaine ténacité ce projet. C'est un nouveau quartier, effectivement. Et pour nous, avec la vision départementale d'attractivité du
Val d'Oise, c'est évidemment un atout formidable supplémentaire. Je crois que le département du Val d'Oise, comme son nom l'indique, et on le répète toujours à nos amis internationaux, aux Chinois, aux Japonais, qui trouvent d'ailleurs que le nom de Val d'Oise, ça évoque un peu le Val de Loire. Ça sonne bien, la terminologie à l'étranger. Et ils ne savent pas très bien ce que c'est que le Val d'Oise, mais ça rappelle des choses. Ça sonne bien. Ça sonne bien, voilà. Mais le Val d'Oise, c'est quoi? C'est la vallée de l'Oise, tout simplement. Et donc, il n'est pas tout à fait illogique que quand on est en charge, comme je le suis, de la promotion et de l'attractivité économique de ce territoire, on mette l'accent sur cette vallée de l'Oise qui a plein d'atouts. D'ailleurs, c'est les peintres impressionnistes, c'est Van Gogh, c'est l'histoire, c'est la qualité environnementale de cette partie du territoire qui coupe notre département. Cette rivière qui a structuré le nom du département va du nord au sud, et donc il n'est pas inintéressant d'avoir un nouveau lieu comme ça. On sait combien les ports, dans l'inconscient collectif, sont des endroits de vie, de loisirs, de repos, de détente. Dès qu'il y a un port fluvial maritime, immédiatement c'est un succès. Il suffit de regarder le succès qu'a eu dans les années 80, la fin des années 80, le lancement de Port Cergy, qui est un endroit où aujourd'hui toute une partie de la population de Cergy-Pontoise, les étudiants notamment, se sont emparés de ce quartier, et c'est très vivant. Les restaurants, les bars, c'est un lieu de promenade également, je crois. Un lieu de promenade le week-end. Il suffit de se balader, il suffit de venir le week-end à Cergy pour voir comment ce lieu, qui est à la fois un quartier de résidence, est aujourd'hui un lieu de détente à tous les points de vue. Je pense sincèrement. Et d'ailleurs, le projet de l'Isle-Adam anticipe un autre projet, puisqu'on a une autre ville du Val d'Oise qui s'est lancée dans une belle aventure d'aménagement. C'est la ville de Cormeilles en Parisis, qui a décidé également de faire un port fluvial dans les années qui viennent, avec une marina, dans le même esprit. Et donc, je trouve que c'est... après, on a tous les uns les autres des idées sur ces questions. Faut-il faire des ports? Faut-il faire des marinas? Faut-il faire des résidences supplémentaires? Et on peut discuter aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, toujours des débats sur... Dès qu'il y a un acte d'aménagement, il y a toujours des tas de débats. Il y a des gens pour, il y a des gens contre, et tout est respectable. Mais en attendant, sur l'attractivité, et là je me place de mon point de vue, avoir un département sur lequel on aura 2, 3, 4 comme ça, ports fluviaux de qualité, avec une architecture soignée, avec des restaurants, des animations, des hôtels, etc. Je trouve que c'est extrêmement structurant, et c'est créateur d'emplois directs, c'est créateur de logements de qualité, c'est créateur de lieux de vie et de rencontres, et puis c'est créateur d'attractivité pour l'ensemble du département. Effectivement. En plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le projet est lancé, oui. Et l'attractivité, vous la mesurez, puisqu'il y a déjà des habitants. Ah, mais ça a été un succès. Alors là, le maire de l'Isle-Adam vous en parlerait bien mieux que moi, mais c'était un pari. Vous savez, pour un élu, vous le savez bien, pour un maire, lancer des projets d'aménagement, c'est jamais simple, surtout dans la période actuelle. C'est des choix difficiles à prendre. Il y a forcément des oppositions, etc. Mais là, en tous les cas, si on doit mesurer le succès de l'opération au nombre de réservations de logements, c'est un succès. Dès que les premiers programmes de logement ont été mis sur le marché, immédiatement, il y a eu un succès commercial, entre guillemets. Et donc, ça prouve que c'est un endroit qui plaît, qui attire. Et habiter sur un port, la vue sur un port pour un habitant, c'est quelque chose qui est tout à... D'ailleurs, le succès de Port Cergy ne s'est pas démenti de ce point de vue-là. Et c'est vrai que quand vous ouvrez les fenêtres le matin, que vous avez tous les bateaux, c'est pas désagréable du tout. Voilà. Et on a la chance dans notre département d'être entre la Seine et l'Oise. On a la chance d'être un département fluvial. Je crois qu'il n'est pas du tout illogique pour un certain nombre de communes qui en ont la possibilité de profiter de cette capacité, de se retourner un peu. Beaucoup de villes se retournent vers les fleuves, c'est un phénomène mondial. Quand on va aux États-Unis, on voit combien des villes qui étaient éclatées, refermées, aujourd'hui ont retrouvé le goût des fleuves, et c'est un phénomène mondial. Le goût des fleuves, le goût de la mer a toujours existé, mais le goût des fleuves, à un moment donné, beaucoup de villes tournaient le dos aux fleuves. C'était des zones d'activité industrielle, c'était des entrepôts, c'était une activité un peu déclinante. Aujourd'hui, dans la plupart des villes du monde, il y a cette réouverture vers les fleuves. Je crois qu'il n'est pas illogique qu'un département du Val d'Oise marqué par cette tradition fluviale décide de refaire des programmes de cette qualité-là. En plus, ça va dynamiser la ville de l'Isle-Adam avec un apport de nouveaux habitants. Il faudrait que vous en parliez un jour, il faudrait que vous invitiez le maire de l'Isle-Adam, il sera ravi de venir vous en parler, mais c'est un vrai sujet. C'est ça, mais je vous dis, à la limite, c'est un sujet qui nous intéresse parce qu'il y a une concentration de projets
Port-Cergy, alors il y avait un projet d'extension de Port-Cergy, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais la mairie a décidé de l'arrêter pour l'instant. Il y a eu des oppositions parce qu'il fallait consommer de l'espace en zone urbaine, et il y a eu effectivement une opposition de la population, et le maire a stoppé ce projet. Mais par contre, le maire de Cormeilles-en-Parisis, dans une vieille friche industrielle, là vraiment c'était pas beau, hein, sincèrement, a décidé de remplacer cette friche industrielle par une marina de très belle qualité, et l'Isle-Adam, c'est le même choix. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Jean-François Benon pour ces commentaires. Je vais prendre le deuxième sujet, et je sais qu'il vous tient à cœur parce que j'ai vu que vous communiquiez pas mal dessus. C'est le Fonds Résilience Île-de-France et collectivités. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, comment est venue cette idée de créer ce fonds ? Vous savez, ça fait partie de tous les outils qui ont été déployés par les pouvoirs publics, et en l'occurrence là par les régions, et notamment par la région d'Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse, dans le cadre du Covid, de la crise sanitaire que nous vivons depuis quelques mois. Il faut reconnaître que la France a été, au niveau national, l'État a été réactif dès l'arrivée de cette crise sanitaire, en mettant en place des mesures massives, hein, que ce soit évidemment ce qu'on appelait l'activité partielle, pour permettre aux salariés de continuer à être indemnisés et de soulager la trésorerie des entreprises. C'est quand même de l'ordre de 24 milliards d'euros par mois, hein, qui est dépensé par l'État pour l'activité partielle. Mais rapidement, l'État et les collectivités territoriales ont mis en place d'autres dispositifs. Ça a été le fonds de solidarité pour permettre aux TPE de bénéficier de quelques milliers d'euros pour leur permettre de tenir, y compris les tout petits entrepreneurs ou les auto-entrepreneurs qui ont touché entre 1 500 euros et 3 000 euros, mais très vite et très rapidement, pour leur permettre de joindre les deux bouts. Oui, ça s'est fait dès le mois de mars. Mais très rapide, et ça a été un grand succès, et ça a servi, ça a été surtout très utile pour permettre à des TPE ou à des indépendants de tenir, alors qu'ils n'avaient pas, eux, l'activité partielle qui pouvait les soulager. Ensuite, il y a eu le PGE, le prêt garanti par l'État, qui a été avec BPI et l'État, qui a quand même été une mesure tout à fait efficace, même si certains banquiers au début ont pu faire par un petit peu de preuve de quelques petites réticences au début. On s'est rendu compte que les banquiers ont joué le jeu. Il y a eu quasiment toutes les entreprises qui ont demandé ce prêt garanti par l'État, dont je rappelle que l'État garantit 80% du montant. C'est-à-dire que les banquiers étaient quand même un peu soulagés, oui, quand même, hein. Ils portent encore 10% de risque, mais enfin c'est l'État qui assume 90% du risque. Donc, absolument. Ça a été quand même un très très vif succès. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelait le prêt rebond, qui a été lancé par les collectivités territoriales, et notamment par le Conseil régional d'Île-de-France. Le Conseil régional d'Île-de-France, qui était très très actif, il faut le reconnaître, dans ce territoire, a également lancé des prêts spécifiques, des avantages et des fonds spécifiques, notamment des fonds pour les professionnels de santé, hein, tous les professionnels de santé qui avaient besoin d'équiper leur cabinet en matériel de protection, etc., ont eu des fonds particuliers. Et là, on s'est rendu compte que malgré toute cette panoplie d'aide et de soutien qui était vraiment massif, il y avait encore des entreprises qui n'avaient bénéficié de rien, qui n'ont pas pu bénéficier du fonds de solidarité, qui n'ont pas pu bénéficier du prêt garanti par l'État, qui n'ont pas pu bénéficier du prêt rebond. Et donc la présidente du conseil régional, comme ça a été le cas dans d'autres régions en France, mais là c'est vraiment une initiative qui est venue du territoire, en complément aux initiatives de l'État, Valérie Pécresse a estimé qu'il était important de prévoir, de boucher, ce qu'elle a dit, la terminologie utilisée est très claire, il s'agit d'essayer de compenser, de boucher les trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'il y avait encore quelques entreprises qui échappaient. Et ce fonds s'adresse à elle? Alors c'est ça, c'est exactement ça. Le conseil régional avec la Banque des territoires, et là ce qui est très original, c'est qu'il y a également 70 collectivités territoriales, des intercommunalités et des départements se sont alliés et ont réuni 100 millions d'euros. C'est quand même une grosse somme. Mais c'est important de le dire. 100 millions d'euros ont été réunis autour de la région. La Banque des territoires, la région a apporté de mémoire, je crois que c'est 25 millions d'euros. C'est des sommes conséquentes à l'échelle d'un territoire. Et le département du Val-d'Oise, le conseil départemental du Val-d'Oise a décidé de mettre 1,9 million d'euros. Et ensuite, toutes les intercos, y compris les toutes petites intercommunalités du Val-d'Oise, il y en a 11 dans le Val-d'Oise, ont décidé d'apporter également leur contribution en fonction de leur nombre d'entreprises. Ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui un fonds régional qui représente 100 millions d'euros et qui va permettre, alors je donne simplement les trois règles les plus basiques. Oui, donnez-nous. C'est destiné donc aux entreprises entre 0 et 20 salariés. Donc c'est vraiment fait pour compenser celles qui n'ont rien eu, hein. 0 à 20 salariés. Y compris l'entreprise qui a 0 salarié peut en bénéficier. Ensuite, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas là d'une subvention,
il ne s'agit pas d'un prêt au sens juridique du terme, il s'agit d'une avance remboursable. Mais une avance remboursable avec deux éléments importants. L'avance sera remboursable uniquement après un différé de 2 ans, c'est-à-dire que l'entreprise va toucher les fonds très vite. L'instruction doit se faire en moins de 8 jours. Hein. En moins de 8 jours, vous devez toucher les fonds. C'est quand même très rapide. Entre le moment où vous avez déposé votre dossier en ligne sur Internet et le moment où l'argent vous arrive, c'est 8 jours, avec l'instruction complète. Et vous avez un différé de remboursement de 2 ans, ce qui vous permet de souffler, ça sert à ça. Et ensuite, le remboursement va s'étaler sur 6 ans. Donc c'est quand même une bouffée d'oxygène très très importante et il faut faire connaître ce fonds, c'est pour ça que nous en faisons la promotion. La présidente du conseil régional, la présidente du conseil départemental, les élus locaux qui ont participé, on est tous avec les compagnies consulaires, les mouvements patronaux, tout le monde est mobilisé maintenant. Il faut, et je vous remercie d'en parler à la radio, il faut faire connaître ce fonds. Il y a un site internet très facile à trouver, Fonds Résilient, dans lequel on peut déposer son dossier en ligne. C'est simplifié à l'extrême. Et donc, toutes les entreprises qui ont besoin de trésorerie pour survivre, pour passer ce cap difficile de l'après-Covid, qui n'ont pas, alors la règle c'est de ne pas avoir bénéficié d'autres dispositifs évidemment, mais toutes celles qui n'ont pas pu bénéficier d'autres dispositifs sont ouvertes à ce fonds, et je donne les montants, ça va de 3 000 € pour l'entreprise de 0 salarié, et ça peut monter à 100 000 € pour l'entreprise jusqu'à 20 salariés. Voilà. Un dernier élément, mais je ne l'ai pas entendu, le taux de remboursement. Alors j'ai oublié de vous le dire, c'est 0%. Eh oui, c'était important 0%. de le dire. Donc, je veux dire, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment un très bon dispositif. Ben oui, parce qu'en fait, vous touchez le cœur de l'activité, vous allez dans la trésorerie, absolument, vous mettez de l'argent, exactement, et comme vous avez un différé de 2 ans sur un taux à 0%... Exactement, c'est une bonne affaire. Enfin, voilà. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on estime qu'il y aura 10 000 entreprises en Île-de-France. À peu près, l'enveloppe doit permettre de payer à peu près, d'apporter un soutien à peu près à 10 000 entreprises. Nous, dans le Val d'Oise, on estime un petit peu à la louche que ça peut toucher entre 800 et 1000 entreprises. Donc il faut qu'on en fasse la promotion. Il faut vraiment que les professionnels, les indépendants, les professions libérales, et j'ai oublié de dire, ça s'applique également aux associations et aux structures dites de l'économie sociale et solidaire, qui peuvent aussi avoir des problèmes de trésorerie et qui n'étaient pas très concernés ni par le PGE ni par le prêt rebond. Voilà. Alors c'est pour ça, vous l'avez souligné, hein, qu'on voulait en parler aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander de rappeler l'adresse internet? Alors je ne l'ai pas sous la main, mais on va sur le site du Conseil régional Île-de-France, Île-de-France en un seul mot.fr, et sur la page d'accueil du site internet de l'Île-de-France, Île-de-France.fr, il y a forcément un renvoi vers ce site internet qui, je crois que c'est Île-de-France/résilience, Fonds Résilience, mais je n'ai pas l'adresse sous la main. D'accord. C'est très facile à accéder par le site de l'Île-de-France. Oui, parce que moi je suis allé sur internet et effectivement on y accède. Très simple. Et ensuite, c'est vraiment des formes, parce que souvent on se plaint des complexités, c'est vraiment très simple, il y a assez peu d'éléments à fournir, un bilan, le RIB, le bilan de 2019 et quelques indications de projets de budget pour 2020 et c'est tout. Voilà, ça va très vite. Alors le sujet suivant et non des moindres, c'est le déploiement de la fibre optique pour les entreprises du Val d'Oise, car c'est un vrai choix stratégique pour ces entreprises de disposer de la fibre optique dite à très haut débit. Vous voulez faire un premier commentaire? Bon, écoutez, le Val d'Oise est vraiment exemplaire de ce point de vue-là. Il faut reconnaître que le département, le conseil départemental, à l'initiative de ses présidents successifs, ça a été François Sellier, ça a été Arnaud Bazin, et maintenant Madame Marie-Christine Cavecchi, les présidents successifs du Val d'Oise depuis quelques années ont pris une décision courageuse. Ils ont décidé qu'à la fin de l'année 2020, tous les habitants, sans exception, et toutes les entreprises du Val d'Oise seraient accessibles. Je ne dis pas qu'elles auraient accès, elles seraient accessibles à la fibre optique, ou en tous les cas une solution de très haut débit de télécommunication. C'était quelque chose qui n'est pas du tout évident, et ça fait du Val d'Oise sans doute le département de France le plus avancé et le mieux desservi en fibre optique. Il suffit de se balader un peu en province et même dans certains coins de l'Île-de-France pour se rendre compte combien il y a des attentes des habitants, et on l'a vu avec le télétravail. Parce que le télétravail, c'est sympathique. Bien sûr. Et si vous vous retrouvez dans la campagne profonde, isolé dans une zone rurale un peu complexe, et que vous n'avez pas accès au très haut débit, les visioconférences, c'est un peu compliqué. Oui, hein, voilà. Et donc, on se rend compte combien cette période de crise sanitaire a renforcé cette attente des habitants par rapport à la fibre optique et en tous les cas au très haut débit de télécommunications. Donc, le Val d'Oise est vraiment très en avance,
par ces décisions stratégiques, politiques portées depuis quelques années. Et donc on peut confirmer, et c'est porté par un syndicat mixte qui a été installé à la demande du conseil départemental, qui s'appelle Val d'Oise Numérique. Il y a un site internet, toutes les informations sont disponibles. Val d'Oise Numérique est un syndicat mixte qui est présidé par le maire de Méry-sur-Oise, monsieur Héon, qui a déployé avec des opérateurs, il y a eu des appels d'offres, et des opérateurs ont été retenus, TDF, SFR, avec Orange, etc. Il y a donc la couverture totale du Val d'Oise d'ici la fin de l'année. À la fin de l'année, tous les habitants qui veulent la fibre optique devraient pouvoir la voir dans le Val d'Oise, y compris dans les zones les plus reculées, entre guillemets, du Vexin, dans des zones rurales. On aura accès à la fibre. Et toutes les entreprises qui ont besoin de la fibre optique doivent l'avoir. Après, il faudra trouver l'opérateur, enfin, il faudra négocier évidemment l'abonnement, etc. Mais en tous les cas, la faisabilité sera assurée pour tous les habitants du Val d'Oise à la fin de l'année. On en est déjà à 95% de mémoire, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est déjà très avancé. Et à la fin de l'année, normalement... c'est effectivement une volonté. Et donc, encore une fois, le Val d'Oise a gagné d'ailleurs un prix européen, a été récompensé par l'Union européenne par un prix, parce que ce dispositif qui a été mis en place par le Val d'Oise a été remarqué au niveau international. Ça fait de notre territoire vraiment, ça c'est un atout du Val d'Oise, de plus, mais c'est vraiment un atout formidable pour attirer des entreprises et des habitants dans notre territoire. Alors, pour compléter ce sujet, j'ai vu en préparant l'émission que pour soutenir en fait et pour accompagner encore les entreprises, pour ne pas les laisser toutes seules dans la décision, il y a un webinar, conférence web qui est organisée. C'est Val d'Oise Numérique, justement, le syndicat mixte dont je vous parlais, qui est un peu chargé, qui est l'organisme chargé de promouvoir et surtout de suivre le déploiement de la fibre optique et du réseau de télécommunications au très haut débit. Il faut le faire savoir, c'est ce que je suis en train de vous dire là aussi. Merci de nous passer la parole. Ce sont des messages qu'il faut passer en boucle, à la fois pour les habitants, mais aussi pour les entreprises. Et donc, Val d'Oise Numérique, avec le soutien de la Chambre de commerce et du CEVO, nous nous sommes regroupés à 3, et nous organisons dans quelques jours, je crois que c'est le 25 de mémoire, je n'ai même pas la date. Oui, c'est ça, c'est le 25 juin. Nous organisons tous ensemble un webinaire à distance pour les dirigeants d'entreprises de toute taille, pour répondre avec les opérateurs, avec TDF, avec SFR, etc., pour répondre à leurs questions précises, techniques, parce qu'évidemment, tout de suite après, il y a les questions, comment on fait, à qui on s'adresse, combien ça coûte, comment ça se passe, quel type de réseau, quelle vitesse de débit, etc. Et donc, il y a une grande attente des PME, PMI à ce sujet, et ce webinaire est destiné à ça. Il aura lieu en ligne, il est ouvert, il est gratuit, évidemment, et toutes les entreprises du Val d'Oise qui s'intéressent et qui veulent en savoir plus sont invitées à se connecter pendant ce webinaire dans quelques jours. Et vous l'avez dit, j'ai lu le programme sur Internet, c'est extrêmement concret et c'est destiné aux entreprises et c'est destiné à répondre à des questions, parce qu'une fois qu'on a dit ce que je viens de vous dire, c'est très gentil, mais les questions immédiates, c'est à qui je m'adresse, comment ça se passe, quelle est la vitesse du débit, à quelle hauteur on peut aller. Et c'est là, vous aurez les réponses. Là, ils vont pouvoir trouver les réponses. Absolument. Alors, bon, vous avez répondu à l'ensemble de ces sujets. Moi j'ai abordé mes sujets. Est-ce que vous en aviez un ou Oui, on a deux éléments d'actualité, je vais aller très très vite. Le premier, c'est que dans cette période de crise, notre agence de développement a continué évidemment son activité. On a continué à travailler comme tout le monde, en partie à distance et en partie en présentiel, mais nous avons continué à accompagner. Nous avons actuellement sous le coude, et étonnamment c'est plutôt rassurant, le cœur de notre métier, c'est d'attirer des investisseurs, des entreprises et des emplois dans notre département. Notre cœur de métier d'une agence de développement, c'est faire venir des nouvelles entreprises, des nouveaux emplois et de la richesse. Et on pouvait être très inquiet parce que le monde s'est arrêté quand même, et nous avons effectivement eu très peur de voir le flot des dossiers de recherche de sites d'implantation pour des entreprises se tarir et voire s'arrêter complètement. Ça n'a pas été le cas, étonnamment. Nous avons sous le coude actuellement de très beaux dossiers, y compris des dossiers de production, d'usines de production industrielle. Et nous avons même une accélération depuis quelques semaines, quelques jours, de très beaux dossiers. Alors je ne dis pas qu'on va tous les réussir, parce que c'est une compétition. L'attraction des investisseurs économiques sur les territoires, c'est une guerre internationale. On est en compétition entre les régions, on est en compétition entre les départements, et ça c'est en France, mais on est en compétition avec les autres pays européens, voire avec d'autres pays dans le monde. Donc c'est un combat permanent, il faut être bon, il faut avoir des arguments. Le haut débit en est un,
la qualité de vie en est un. Tout ce qu'on a évoqué avant, ça fait partie de l'attractivité d'un territoire. Mais donc nous avons été heureux de voir qu'on avait des dossiers, et juste sans nous livrer de secret, parce qu'évidemment c'est des dossiers confidentiels, nous sommes en train de nous battre, pour vous dire la vérité, sur 2 ou 3 dossiers extrêmement structurants, dont un dans le domaine de l'automobile, un dans le domaine des télécommunications et un dans le domaine de la santé. Des dossiers qui peuvent être producteurs de plusieurs centaines d'emplois de production, de l'industrie, dans le Val d'Oise, et nous sommes pour un certain nombre de ces dossiers en finale. Ça veut dire qu'il y avait souvent cinquantaine de sites qui ont proposé en France. Vous avez passé les premières étapes. On a passé les premières étapes. On attend aujourd'hui les décisions de visite finale de l'entreprise. On fait partie des 10 derniers sites en France à être sélectionnés pour un dossier stratégique qu'on a sous le coude. On a même 4 terrains du Val d'Oise sur les 10 derniers sites, si vous voulez. Voilà. Donc on fait on espère beaucoup. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est plus une inquiétude, c'est l'aéronautique. Vous savez que le Val d'Oise est très lié au transport aérien. L'aéroport de Roissy, l'aéroport du Bourget, c'est des domaines très importants pour nous. Oui. Beaucoup d'atteintes à l'emploi actuellement, beaucoup d'inquiétudes. Et donc le CEVO a décidé, parce que c'est une chaîne à partir du transport aérien, derrière c'est les commandes d'avions. Airbus est en perplexité, et on parle de moins 30, moins 50% de commandes d'avions d'un seul coup, brutalement, oui, alors qu'on avait une visibilité de 10 ans. Oui. Et donc on s'inquiète beaucoup, nous, pour toute la chaîne logistique des sous-traitants aéronautiques, constructeurs et sous-traitants aéronautiques, très nombreux dans le Val d'Oise. Donc le CEVO a lancé une enquête directe auprès des dirigeants d'environ 150 sociétés aéronautiques du département. On les a interrogés les uns après les autres profondément, et on vient de faire un diagnostic qui n'est pas très gai sur la situation de ces entreprises aéronautiques dans le Val d'Oise. On a transmis tout ça au pouvoir public, à l'État, aux collectivités territoriales. Il faut vraiment soutenir cette filière. Pour le Val d'Oise, elle est stratégique, et elle est en bon état, mais elle s'inquiète parce qu'il y a absence de visibilité sur les commandes. Aujourd'hui, nos interlocuteurs, pour résumer, nous disent on ne sait pas dans 3 mois quel va être le niveau de nos commandes. Voilà. Et dernier élément, et je termine, c'est l'actualité immédiate. Je vais me rejoindre dans quelques minutes un séminaire à distance, une mission en ligne montée avec nos amis russes de Skolkovo. Le Val d'Oise a noué des liens il y a quelques années avec Skolkovo. Skolkovo, c'est la Silicon Valley russe, c'est à côté de Moscou, d'un parc scientifique de très haut niveau porté par le gouvernement russe. Ils organisent depuis hier et pas encore jusqu'à demain une mission en ligne d'échange entre entreprises, entre start-up. Le Val d'Oise est co-organisateur, et donc nous avons ce séminaire actuellement avec la Russie, qui est un grand pays, et notamment sur le plan technologique. Alors, je fais un petit parallèle en rebondissant là-dessus, parce que lundi, on a fait une émission où il y avait une avocate qui était spécialisée sur les pays sous sanctions économiques. Bien sûr. La Russie est sous sanctions économiques. Elle est sous sanctions économiques, ça n'empêche pas de faire des absolument, affaires. absolument. Et il y a, c'est ce qu'elle nous a sincèrement, expliqué, quand on connaît un petit peu, et quand on a visité Skolkovo, et des PME l'ont fait avec nous, c'est le top du top de la technologie, notamment dans des métiers autour de la lutte contre le Covid. Là, c'est les sujets qu'on aborde avec eux, toutes les technologies de la lutte contre le Covid, la sécurité, la sûreté, la maîtrise des risques, et les problèmes de transport logistique. Les Russes sont vraiment très en pointe dans des technologies extrêmement innovantes. Eh bien, Jean-François Benon, il ne me reste qu'à vous remercier de nouveau et merci de nous avoir fait partager votre optimisme et votre volonté d'avancer. Et merci d'avoir accepté notre invitation et pour votre éclairage sur l'activité économique du Val d'Oise. Je sais que vous devez nous quitter maintenant. Parce que je vais justement rejoindre ce séminaire. Voilà. Donc, on va vous laisser. On vous souhaite une excellente journée. C'est toujours avec plaisir que nous vous recevons dans notre studio. Pour notre prochain sujet, merci. Pour notre prochain sujet, eh bien, on va parler des activités barrières. Et pour gagner un petit peu de temps, on va faire un jingle, Philippe. Vous pouvez me passer la photo. Je ne sais pas qui c'est qui a fait la photo tout à l'heure. Qui c'est qui a fait la photo? Vous l'aurez. Vous l'envoyez? Oui. Attention. Eh bien voilà, c'était une courte pause. Donc nous allons passer tout de suite à l'interview de Bruno Cagnon. Bruno Cagnon, qui est le président-directeur du Resort Barrière à Enghien-les-Bains. Et Bruno Cagnon, le groupe Barrière, est très connu en France et à l'étranger, car vous avez aussi des implantations en France. Il a une très forte notoriété. C'est un groupe qui a plus de 100 ans, avec une très forte implantation de la famille. Sur Enghien-les-Bains, c'est le Grand Hôtel, l'Hôtel du Lac, le Casino, le Théâtre, le Spark, un établissement de soins, sport et spa, le restaurant Le Fouquet et aussi les Thermes d'Enghien. Alors, ce que je vous propose pour planter le décor, c'est de revenir en quelques mots sur son histoire et ensuite nous détaillerons ensemble vos activités sur la ville. Oui, merci. Écoutez, le groupe Barrière est implanté ici à Enghien depuis une trentaine d'années en fait. Voilà, c'est un groupe centenaire et c'est vrai que personnellement, à la tête de cette entreprise enguennoise depuis plusieurs années, je peux mesurer
l'importance que revêt le groupe Barrière dans ces situations que nous venons de vivre, situations de crise. Parce qu'en fait, c'est un groupe de tradition, indiscutablement, mais c'est un groupe qui continue à considérablement innover et d'avoir une puissance pour faire face justement à des crises comme nous venons de les vivre. Et c'est vrai qu'on mesure tous les jours ce lien fort avec le groupe et ce que le groupe a pu, une fois de plus, apporter à l'entreprise d'Enghien, qui est une grosse entreprise pour le groupe Barrière, hein, puisque sur Enghien, je rappelle toujours que nous avons 650 salariés, hein, c'est une grosse boutique. Et il est vrai que malgré ça, on a ce besoin important d'être soutenu par un groupe. Hein. Et dans cette crise que nous allons vivre, heureusement que c'est le groupe Barrière qui est aux destinées aujourd'hui de l'entreprise enguennoise, parce que c'est un groupe solide. Hein. Il a vécu des crises, hein, il a vécu des guerres, puisqu'il y a plus de 100 ans qu'il existe. Hein, et que on a cette chance-là. Voilà, on a cette chance d'être adossé à un groupe avec des actionnaires, avec une famille aussi, il faut le rappeler. Oui, oui, c'est voilà, important. avec Dominique De Seyne qui est aujourd'hui à la tête du groupe, et puis Alexandre De Seyne qui est en train de prendre la suite aussi, voilà, son fils. Et c'est très sécurisant aussi pour les collaborateurs du coup du groupe Barrière et puis ceux d'Enghien. Alors, bien sûr, vous avez été très fortement touché par le Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, comment ça a été vécu pour vous? Écoutez, ça a été, comme toutes les entreprises, comme le monde, hein, je dirais que ça a été soudain, violent. Et il est vrai que nous avons vécu cette crise avec beaucoup de regards sur tout le devenir, en fait, parce que en fait, aujourd'hui, ça fait 95 jours précisément que nos établissements Enghien sont fermés. 80, ils étaient totalement fermés. Totalement fermés. On a évidemment, tout a été fermé. Et donc, enfin, cette semaine, et merci de m'inviter aujourd'hui, parce que cette semaine est enfin le bout du tunnel, hein, puisque demain, nous allons commencer par réouvrir la restauration. Donc, la restauration du Fouquet's Barrière Pavillon du Lac va réouvrir demain pour le déjeuner. La restauration, le restaurant 85 du Grand Hôtel va réouvrir également demain. Donc ça, c'est enfin, on va retrouver une activité. Et puis surtout, je peux annoncer aujourd'hui que le casino lui-même va réouvrir ses portes dimanche 21 juin, donc dimanche prochain à 10h. Et c'est un soulagement, évidemment, parce que quand vous avez vécu cette centaine de jours de fermeture, c'est un soulagement pour les collaborateurs aussi, hein, évidemment. Et puis viendra ensuite l'ouverture probable du Grand Hôtel à partir du 2 juillet. Donc là, on pourra confirmer cette réouverture courant juin, parce que pour le moment, malheureusement, dans l'hébergement sur nos hôtels, ça ne s'affole pas du tout. Donc, on ne sait pas si on va pouvoir réellement réouvrir en juillet-août. Fin août, c'est sûr, les hôtels réouvriront, en espérant que nous allons retrouver cette activité de séminaire d'entreprise. Vous savez qu'on est doté quand même d'un centre d'affaires extraordinaire à Enghien. Et c'est vrai que toute cette partie du business de l'hôtellerie, aujourd'hui, on espère qu'on va pouvoir retrouver cette clientèle assez vite. Et ça veut dire en fait que pendant ces 95 jours, hein, je le rappelle, mais vous n'avez pas pu avoir d'activité, de repas emportés ou de choses comme ça, vous n'avez pas pu vous lancer là-dedans? Non, on n'a pas pu, parce que je rappelle quand même que l'Île-de-France a été, et surtout notre département, Oui. le dernier département en zone rouge. Hein. Donc on a été privé vraiment de beaucoup de choses par rapport au reste du territoire français. Mais ceci dit, bon, nous avons fait des choses. Hein. Je rappelle qu'on a mis ce grand hôtel à disposition du personnel soignant pendant 1 mois. C'est important de le relever, effectivement. Oui, en termes de solidarité, on est fiers de cela, élément l'entreprise important. est fière de cela. Et puis surtout, on a préparé cette réouverture. Alors, vous savez, c'est quand même relativement compliqué, hein, évidemment, de réouvrir avec l'ensemble de ces mesures barrières, mais elles sont nécessaires. Ce que je veux dire, c'est que nos clients pourront revenir nous visiter, consommer nos offres en toute sécurité, avec toutes les mesures qui ont été mises en place.
c'est vrai pour la restauration, c'est vrai pour le casino dès dimanche qui va réouvrir, évidemment. Alors après, bien sûr, toutes les activités ne vont pas pouvoir réouvrir tout de suite. Par exemple, le théâtre. Bon, le théâtre, malheureusement, voilà, le théâtre réouvrira en septembre. On verra dans quelles conditions sanitaires, parce que les choses évoluent en fait. On le voit très régulièrement. On l'a vu dimanche soir avec les annonces du président de la République, où le lendemain, on pouvait tout d'un coup réouvrir les restaurants. Donc, si vous voulez, voilà. C'est ce que nous expliquait Christophe Fouquet dans son interview tout à l'heure, c'est que c'est une demande en fait plus forte en termes de visibilité sur ce qui va se passer. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Bon, vous dites que le groupe Barrière est un groupe solide. Mais bon, le coup est quand même dur. Tout à l'heure, il nous a dit qu'il lui fallait quand même 4 à 5 ans pour retrouver son activité. Est-ce que vous, je pense que dans un groupe, vous faites des prévisions financières. Ça veut dire qu'il vous faut combien de temps pour récupérer tout ça? Écoutez, aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir... Et c'est compliqué de le faire. Oui, c'est compliqué. Pourquoi, en fait? Je n'ai pas forcément la réponse à cela. C'est parce que les casinos, par exemple, du groupe et les hôtels du groupe sont réouverts depuis si peu de temps, hein, puisque... on a réouvert les casinos le 2 juin dernier, les hôtels progressivement, l'hôtel Normandie Barrière à Deauville a réouvert que vendredi dernier. Donc en fait, tout va dépendre de la montée en charge, oui, de la consommation en fait. De la vitesse de reprise en fait. De la vitesse de reprise. Et c'est vrai que nous avons, le groupe Barrière a aussi des hôtels, des palaces installés bien sûr en France, à Paris, à Cannes, etc., qui vivent avec une clientèle internationale. Très importante. Et donc aujourd'hui, il est difficile encore de savoir à quel moment cette clientèle va pouvoir revenir en France. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué. C'est compliqué de planifier. La visibilité est très compliquée. Et donc, il faut rester extrêmement prudent. C'est vrai que le groupe Barrière est un groupe solide, mais la violence est quand même là. Hein. La violence économique est telle qu'effectivement, il va falloir observer et être extrêmement prudent pour la suite. Alors, dites-nous, maintenant, on est donc au mois de juin, nous sommes en zone verte, mais il y a des règles à respecter qui ne pourront pas vous permettre de tourner à plein régime, même si on voit que les gens, ils ont envie de sortir, de se retrouver entre amis, de faire aussi la fête. Est-ce que vous prévoyez des actions particulières en termes de communication, d'offres commerciales pour vos établissements sur Enghien ? Alors c'est vrai que toutes les activités ne vont pas pouvoir reprendre tout de suite. Par exemple, le casino qui réouvre dimanche 21 juin à 10h ne pourra pas encore offrir toute l'activité jeu de table. Parce que les professionnels et les différents gouvernements n'ont pas encore trouvé les bons moyens de pouvoir respecter justement ces dispositifs sanitaires. Donc, c'est la même chose au niveau des machines à sous, par exemple. Les machines à sous, eh bien, effectivement, il faut respecter cette distanciation. Oui, donc, de fait, il y aura une offre réduite. Une offre réduite, puisqu'il faudra éteindre certaines machines à sous de façon à pouvoir respecter ces règles sanitaires. Mais encore une fois, je pense que ces sujets-là vont évoluer rapidement. On l'a vu, encore une fois, dans la restauration. Où on est passé de 4 mètres carrés par une personne pour 4 mètres carrés à 1 mètre de distanciation, enfin 1 mètre de distance des tables, etc. Donc, au fur et à mesure, je pense que faut espérer en tout cas qu'on retrouve, je dirais très rapidement, une activité normale. En revanche, ça pourra se faire que si effectivement on continue à imposer le masque. C'est vrai que dans nos établissements, on oblige en fait notre clientèle à porter un masque, comme on l'oblige auprès de nos collaborateurs, bien évidemment, ce qui permet quand même de peut-être d'alléger à un moment donné plus rapidement que par ailleurs ces histoires de distanciation dès l'instant où il y a quand même une protection qui existe. Oui, et puis personnellement, je suis allé sur votre site internet, c'est clairement expliqué, je veux dire clairement expliqué, les gens peuvent très bien comprendre ce qu'ils ont à faire et on voit que vous voulez respecter et faire respecter toutes ces règles-là et que les engagements sanitaires que vous preniez sont bien en ligne avec ce qui est attendu. Quelques mots aussi, parce que j'ai bien aimé en fait ce que vous écrivez sur votre site internet, sur votre manière de signer en fait votre activité. Vous dites, et je trouve que ça correspond bien à ce qui se passe aujourd'hui, c'est on s'occupe de tout, surtout de vous. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quand même, cette phrase, c'est l'ADN du groupe aussi. Faut quand même rappeler que, comme je l'ai fait tout à l'heure d'ailleurs, que c'est un groupe
très attachés à la qualité de service, à la bienveillance. Et cette phrase est formidable, elle nous ressemble bien. Et je dois dire aussi que le groupe Barrière a inventé, a consulté l'ensemble de ses collaborateurs pour trouver un geste qui puisse dire bonjour malgré le port du masque. Et donc nous avons ce nouveau geste qui a été sélectionné parmi plein de propositions des collaborateurs. Et aujourd'hui, les collaborateurs ont le geste barrière. Voilà, et alors ils font comment? Voilà, et ben, je vous le fais, ça ne va pas se voir à la radio. Si, ça va se voir en Facebook Live. Bonjour. D'accord. Voilà, la main sur le cœur. On tend la main et on dit bonjour. D'accord. Voilà. Et même si on porte un masque, on a si on sourit derrière le masque, on a ce sourire que l'on peut voir dans les yeux. Et puis on rentre en contact, on crée cette empathie. Et donc voilà, c'est parti. Les collaborateurs ont été informés de cette sélection et puis ils sont ravis aussi d'avoir un côté un peu personnalisé du groupe destiné. Alors eux-mêmes, en fait, on demande aux collaborateurs de se saluer parce que, il faut proscrire la bise, il faut proscrire l'accolade, etc. Il faut changer ses habitudes. Donc voilà, ils peuvent aujourd'hui se saluer avec ce geste barrière exclusif et puis ils le feront auprès de nos clients. En tout cas, on s'occupe de tout, surtout de vous, c'est quand même un sacré engagement de votre part, c'est-à-dire que quand vous êtes client et qu'on vient chez vous, on s'attend effectivement à cette qualité de service que vous exprimez, cette relation et le fait d'avoir une relation quasi individualisée, puisque la qualité de service dans le haut de gamme, c'est d'individualiser au maximum sa relation. Alors, vous en avez dit 2 mots tout à l'heure, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus, parce que tout est en train de bouger et vous êtes aussi dépendants des uns et des autres. Vos programmes d'événements ont dû être modifiés. Je pense plus particulièrement au programme de spectacle et au festival de jazz qui était prévu du 1er au 5 juillet. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, c'est bien dommage. Oui. D'ailleurs, c'est incroyable parce que l'année passée, à la même époque, on était en train de préparer le 20e anniversaire. On l'a fêté donc l'année dernière, ce 20e anniversaire du Barrière Anguin Jazz Festival. Et la 21e édition n'aura pas lieu, effectivement. On n'a pas pu trouver les moyens de la reporter dans le temps parce que, encore une fois, on n'a pas de visibilité sur le déplacement des artistes depuis les pays comme les États-Unis ou autres. Donc on se retrouvera l'année prochaine. C'est vrai que c'était... quel dommage de ne pas avoir ce festival, mais en même temps, tous les festivals aujourd'hui ont été annulés. Il y a cette interdiction de réunir autant de personnes. Je rappelle quand même que l'année dernière, on avait battu ce record du nombre de spectateurs sur la jetée du lac. On avait atteint les 20 000 spectateurs. C'est beaucoup, hein. Donc c'est vrai que, avec regret, mais évidemment, alors le théâtre, du coup, toute l'activité artistique, bien sûr, du théâtre s'est arrêtée également le 14 mars dernier. Elle ne reprendra qu'en septembre maintenant, puisque traditionnellement, juillet-août, ce n'est pas une grosse activité artistique sur Anguin, donc le théâtre est traditionnellement fermé en juillet-août. Il réouvrira en septembre. D'ici là, je pense que on aura là aussi un allègement de ces dispositifs sanitaires de façon à retrouver un théâtre avec le maximum de spectateurs à l'intérieur, parce que le sujet se pose sur cette activité artistique à la fois du nombre de spectateurs qu'on peut accueillir dans les salles, mais également des artistes sur scène. De la disponibilité, bien sûr. Des artistes sur scène. Et là, je me permets d'intervenir et puis de vous faire un compliment, de vous faire un compliment tout simplement. C'est que quand on va sur votre site internet, on a le programme qui était prévu avec les artistes et on voit ce que vous avez décidé avec certains programmes qui sont annulés, avec les dates qui sont reportées. Donc pour le client, c'est très clair, c'est très transparent. Donc bravo pour avoir fait ça. Et puis aussi, alors là c'est moi qui renverse un peu mon rôle, mais aussi pour la position que vous avez prise sur les billets qui ont été achetés. Puisque là, vous dites tout simplement, si vous voulez reporter, on reporte. Si vous voulez un avoir, on vous fait un avoir. Et si vous voulez qu'on vous rembourse, on vous rembourse 100%. Ce qui veut dire que c'est là aussi vous qui prenez en charge, c'est le cas de le dire, la charge, le coût de ces annulations ou de ces reports.
Oui, comme on le disait tout à l'heure, nous nous occupons de tout, surtout de vous. Et oui, c'est ça, c'est bien. On vous retrouve là et c'est ça qui est très concret. Alors écoutez, il nous reste très peu de temps. Si je vous laisse une minute, vous nous parlez du projet du Grand Hôtel? Alors écoutez, le projet du Grand Hôtel, il est toujours d'actualité, bien évidemment. On a cet objectif toujours de reconstruire cet hôtel et d'étendre sa capacité pour passer cet hôtel à plus d'une centaine de chambres, qui est aujourd'hui de 46 chambres. Cette période du Covid nous a malheureusement contraints de stopper tous les travaux de réflexion, je dirais, sur l'infrastructure. Je pense qu'on aura occasion de revenir sur ce sujet-là à l'automne. Oui, puis on vous réinvitera pour que vous nous précisiez. Voilà, tout à fait. J'espère que d'ici fin d'année, on aura ce projet à présenter, son architecture nouvelle qui sera décidée. Mais en tout cas, ça reste un projet extraordinaire pour le groupe Barrière Anguin, évidemment, pour la ville d'Anguin, parce que c'est vrai que accroître sa capacité hôtelière, c'est viser là aussi un développement du tourisme d'affaires, mais aussi du tourisme individuel, parce que Anguin a cela de formidable, c'est d'être une des destinations majeures touristiques, en tout cas du Val d'Oise, c'est sûr. De l'Île-de-France aussi. On rappelle c'est quand même la seule station thermale d'Île-de-France, avec ce casino qui est le premier casino de France, avec une offre de jeux inédite. Et c'est vrai qu'on a cette chance formidable, voilà, d'être là, et on s'occupe de tout et surtout de vous. Eh bien écoutez, merci pour cette conclusion, Bruno Cagnon. On vous réinvitera pour que vous nous parliez du casino d'Anguin. Merci beaucoup, on arrive au terme de l'émission. À demain avec Jacqueline Voraz, et pour ma part, bonne journée, à très bientôt. Ciao, ciao.